Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Merci pour ta participation dans ce podcast Banous. Aujourd'hui, on a la chance de te recevoir et de pouvoir, avec toi, découvrir un petit peu ce qu'est Snapchat. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, et merci pour l'invitation. Donc Grégoire, j'ai fait toute ma carrière dans le marketing digital, puisque en fait, j'ai fait 7 ans chez Facebook, tout d'abord à Dublin, où j'ai géré dans les équipes commerciales l'industrie du gaming et du e-commerce, avant de rentrer à Paris, au bureau parisien de Facebook, pour prendre en charge le retail. Et ce qui m'a amené, au bout de 7 ans, à changer d'entreprise. Et je suis maintenant chez Snapchat depuis 2 ans et demi, en tant que product marketing lead, qui est donc un travail qui m'amène à faire le lien entre les feedbacks du marché et nos solutions produits qui sont faites évidemment aux États-Unis pour être sûr qu'on lance les bonnes offres aux bonnes personnes et qu'on répond aux attentes des marketeurs. Alors, merci pour ta présentation. Alors, on connaît Snapchat avec les Lens. Est-ce que tu peux nous présenter, puisque je suis persuadé que vous avez une multitude de features, est-ce que tu peux nous présenter Snapchat ? Oui, bien sûr, tu as raison. On est connu pour les Lens tout d'abord, pour la réalité augmentée. Mais en fait, si on doit résumer de manière très simple Snap, en une phrase, c'est le meilleur moyen de communiquer avec ses proches. Voilà, simplement. Et donc, l'utilisation première de Snap, c'est la communication. C'est la communication et c'est ce qui fait que c'est l'application en fait la plus utilisée sur les 15-34 ans en France, tout simplement. Maintenant, quand on pense à communication, la première chose qui va nous venir en tête, c'est le texto, le SMS, le texte. Et en fait, cette communication sur Snap, elle passe par la caméra. Et qu'en fait, la différence principale quand on nous compare avec les autres applications, c'est que dès que tu ouvres l'app, tu es sur la caméra. Et donc, on sait qu'une image vaut plus que 1000 mots. Et Snap, c'est vraiment la représentation de cette expression-là. Cette caméra, elle donne toute la liberté à l'utilisateur de s'exprimer et finalement de raconter son quotidien à travers une série de photos, de vidéos qu'on va appeler des snaps et qui permet de raconter de manière authentique, soit en envoyant des messages en one-to-one à des amis, à la famille, mais aussi à des plus grands groupes, les fameuses stories que tu connais très bien. Et ça, c'est déjà un élément en fait différenciant qui est très important, puisque quand tu ouvres l'app, tu n'es pas entre guillemets perdu dans un fil d'actualité où tu vas scroller pour trouver du contenu. Tu es déjà dans une démarche de création finalement de contenu, de photos, de vidéos. Et en fait, cet élément différenciant fait que 60% de nos utilisateurs créent du contenu tous les jours avec cette caméra. Donc, ils s'expriment et ils communiquent avec cette caméra. Et ce chiffre, il est important parce que, à l'inverse des autres réseaux sociaux où on est souvent comparé, en fait, les personnes, les Snapchatters sont des créateurs de contenu et tous les jours, ils vont créer à travers la caméra des petits moments de complicité et d'authenticité. Et ça, c'est, je pense, un élément qui est très important. L'autre élément qui est très connu pour Snapchat, c'est cette communication. En fait, elle est associée à de l'éphéméralité, c'est-à-dire que ces vidéos, ces photos vont avoir un caractère duré dans le temps, un caractère limité dans le temps. Donc Snap, c'est pas le moment Kodak, c'est pas la photo ou l'image parfaite, c'est plutôt les petits moments du quotidien qui n'ont pas forcément une valeur artistique ou pas des très belles photos, etc. Mais je vais raconter ma journée où je vais partager avec mon cercle d'amis proches ces petits moments de vie. Et du coup, ça donne aussi la liberté d'être soi-même. Finalement, on n'a pas la pression du like, du commentaire. Il n'y a pas de boucle virale, par exemple, sur Snapchat. Et ce qui permet justement de revenir à ces 60% de personnes qui créent du contenu tous les jours, c'est que
puisqu'on n'est pas soumis finalement à la pression d'un retour du feedback des autres personnes, eh ben, on s'exprime beaucoup plus librement. Comme tu le sais, Banous, c'est un podcast principalement dédié au marketing digital, donc on va aborder plus en détail cette thématique. Est-ce que tu peux nous donner en fait les différents formats disponibles pour un marketeur? On a beaucoup de formats différents, mais on peut les résumer de manière très simple autour de deux formats principaux. Le premier, c'est le format vidéo, qui peut aussi être un format statique avec de la photo et de l'image classique. Et le deuxième, la réalité augmentée, donc les fameuses lens qui sont très connues du grand public. Alors, sur la première partie, les vidéos ou les photos, on a les Snap Ads. Les Snap Ads, ce sont des formats photo, vidéo, plein écran sur mobile, qui sont skippables et qui vont venir s'insérer entre les stories de plusieurs personnes. Donc les stories, c'est cet agrégat de Snap de mes amis, de mes proches, entre plusieurs personnes, vient s'insérer une publicité plein écran et skippable, c'est le Snap Ads. On a aussi les Story Ads, qui est un encart publicitaire qui vient directement dans le troisième écran de Snap qu'on appelle Discover et qui en fait, quand vous vous déplacez sur la droite à partir de l'appareil photo dans l'application, vous arrivez sur cet écran qui contient des contenus créés par nos partenaires et donc qui sont des sites comme Le Monde, L'équipe, comme Combini, qui sont des créateurs de contenu professionnels et qui vont venir finalement adapter leur contenu et parfois créer du contenu exclusif, adapté au mobile, adapté à Snap. Et donc, le marketeur peut venir s'insérer entre ces éditions avec ce qu'on appelle les Story Ads. Et enfin, pour finir avec cette partie vidéo, on a aussi ce qu'on appelle les commercials, qui est le premier format non skippable sur Snap et qui vient dans ces éditions de nos partenaires s'insérer entre plusieurs snaps de ces partenaires qui sont des publicités qui sont non skippables. Donc les 6 premières secondes sont non skippables, ce qui permet de travailler des temps de vidéos un peu plus longs, notamment pour les campagnes de branding. Voilà, donc ça c'est pour la partie vidéo. On a aussi notre format de réalité augmentée qu'on appelle les lens. Leur particularité, c'est qu'elles apparaissent directement dans la caméra. Ça, c'est quelque chose qui est quelque peu disruptif ou un peu nouveau pour les annonceurs. Mais quand on y réfléchit, on a commencé l'entretien ensemble en se disant que Snapchat, on ouvrait directement dans la caméra. Et c'est une opportunité incroyable pour les marques, puisque en fait, Snapchat, c'est la caméra la plus utilisée au monde. Donc tous les jours, 4 milliards de snaps qui sont pris. Ça fait de Snapchat la caméra la plus utilisée au monde. Et en fait, les Snapchatters, ils l'utilisent beaucoup pour ces objets de réalité augmentée qu'on appelle les lens. 75% des Snapchatters utilisent tous les jours ou sont exposés tous les jours à de la réalité augmentée. Donc, on entend souvent le mot réalité augmentée comme un peu le buzzword du moment. Mais il y a un vrai usage qui est là sur la plateforme et les Snapchatters sont vraiment fans de cette feature. Ils l'utilisent tous les jours. Et du coup, c'est l'opportunité pour une marque de venir dans cette caméra directement pour proposer une expérience qui peut être assez multiple. Alors, ce qu'on a en tête tout de suite quand on pense aux lens, c'est les face lens qui viennent directement sur le visage de l'utilisateur. On peut penser à la lens où on a des oreilles de lapin, où on va se transformer son visage en un caractère ou un personnage assez connu. Finalement, la marque elle peut proposer des choses assez surprenantes. Par exemple, une paire de lunettes, s'habiller différemment, mais aussi elle peut retourner la caméra de l'utilisateur et projeter un élément de réalité augmentée dans l'univers de l'utilisateur, sur sa table, sur son bureau, sur l'objet que la marque veut vendre, le recréer dans la caméra et recréer cette expérience qu'il a en magasin ou de tester le produit directement dans la caméra. Voilà, donc c'est ça pour le deuxième format de réalité augmentée. Très clair. Et donc, juste pour mettre des mots marketing dessus, est-ce que c'est des channels plutôt de branding ou vous traitez quand même de la performance? Alors, on est connu, tu as raison, plutôt sur
les opportunités de branding parce qu'on est connu pour les lens. Et donc c'est vrai qu'on a commencé par ce format et il attire beaucoup de marques parce qu'évidemment on est leader et on innove en permanence sur les différents formats qui sont possibles d'activer dans la caméra et en réalité augmentée. Donc on a beaucoup de succès qu'on peut partager sur ces types de campagnes de branding et on pourra en parler plus tard. Mais tu as raison de parler aussi de l'aspect performance qu'on a beaucoup développé ces dernières années. Et il y a plusieurs industries qui trouvent beaucoup de succès sur Snap. La première, la plus évidente, c'est la partie applicative. Donc les applications mobiles, que ce soit pour du téléchargement ou du réengagement, finalement en un clic ou deux, on est capable de télécharger, puisqu'on est déjà sur son téléphone, l'app. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont trouvé beaucoup de succès. Et la deuxième qu'on est en train de développer beaucoup en ce moment, c'est l'e-commerce, qui est un sujet un peu plus récent pour nous, mais sur lequel on a lancé la semaine dernière une nouvelle offre qui s'appelle Dynamic Ads et qui permet en fait automatiquement à partir des flux, des catalogues produits, des marchands, de créer des publicités dynamiques sans avoir quasiment à rien faire, si ce n'est de décider qui souhaite-t-on retargeter en fonction du parcours d'achat et de vraiment faciliter la tâche des marketeurs et d'inciter les utilisateurs qui sont rendus sur un site web à convertir et acheter les produits qu'ils ont visités. Alors, je me permets de rebondir parce que tu parles de mes premiers amours lorsque je travaillais chez Criteo et ça me fait penser tout de suite à ça. Je serais intéressé par savoir si vous utilisez le catalogue produit de l'annonceur ou vous êtes obligé un peu de le pimper pour avoir justement des visuels qui s'accordent directement dans votre environnement. Ouais, c'est un des plus gros challenges de l'industrie puisque, bon, le temps se déplaçant et la consommation se déplaçant sur mobile, il faut pouvoir adapter des images et des catalogues qui ont d'abord été faits, construits, pensés pour l'ordinateur fixe au mobile. Et donc, alors, on utilise les catalogues qui sont chez les marchands et en fait, on essaie de leur donner des outils créatifs pour adapter ces images à l'écran mobile, à la verticalité. Et donc, on a un ensemble de templates préétablis qui permettent à partir de l'image qui est dans le catalogue de l'adapter, de le reformater, de l'agrandir, de le remettre dans le bon sens entre guillemets et d'y ajouter des templates qui vont le rendre beaucoup plus soit joli, avec des éléments contextuels comme le prix, le nom de la marque, des choses qui viennent dynamiquement renforcer le message. Mais c'est un défi créatif énorme qui nous attend, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu as commencé par l'aborder, et puis de toute façon, quand on parle de Snapchat, on parle millennials obligatoirement. Est-ce que tu peux nous faire un bref aperçu des types d'audience qu'on trouve sur Snapchat? Oui, bien sûr. Alors, on vient de publier nos nouveaux résultats trimestriaux, donc les chiffres sont publics. Le nombre de Snapchatters quotidiens dans le monde est de 229 millions de personnes, donc quasiment 230 millions de personnes qui utilisent tous les jours l'application. Je pense que c'est important de préciser que c'est bien tous les jours parce que en fonction des plateformes, vont avoir leur propre dénomination. Et c'est surtout une audience qui est en croissance, puisque c'est comparativement à l'année dernière, sur la même période, c'est 20% de personnes en plus tous les jours, donc une belle croissance là-dessus. Et si on descend d'un cran et qu'on vient à parler de la France, c'est 14 millions de Français tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est la première plateforme sur les 15-35, les fameux millennials que tu évoques. Et même si finalement on ne s'intéresse pas que aux millennials, eh ben Snapchat c'est la troisième application la plus utilisée en France. Donc je sais que ça peut surprendre, mais un premier élément important de ces chiffres, c'est qu'ils sont audités. Donc il y a peu de plateformes qui sont, on va dire, transparentes sur ces chiffres-là. On a eu un parti pris assez fort. C'est qu'on a ouvert le capot à la CPM et à Médiamétrie. On leur a dit, on vous envoie nos logs, regardez, et on veut que le marché soit rassuré et offrir de la transparence par rapport à ces chiffres-là. Et donc on est la seule plateforme aujourd'hui à être certifiée par la CPM. Et donc on continue tous les mois de leur envoyer ces chiffres pour valider notre audience. Donc ça c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est que effectivement on parle des millennials, mais
le public est souvent surpris quand on parle de qui sont les Snapchatters. Et le point qui les surprend le plus, c'est le fait que la moitié de l'audience a plus de 25 ans. Donc, quand on n'est pas utilisateur, on peut avoir ce préconçu d'une audience qui est très centrée sur les ados. Alors, c'est vrai, on a 90% de couverture en France sur les 13-24. On a 80% sur les 13-34. Donc, effectivement, quasiment toute la population sur ces catégories d'âge sont sur Snapchat. Mais finalement, on est aussi très présent sur des catégories un peu plus âgées. Et c'est intéressant de voir que les plus de 35 ans, c'est un des segments qui grandit le plus vite. Voilà. Euh, L'autre élément, je pense qu'il est important de notifier sur l'audience, c'est l'exclusivité. Hein, si on est là pour, entre guillemets, donner des tips aux marketeurs et aux annonceurs, c'est de se dire, quand je vais sur une plateforme, j'ai envie de chercher des audiences qui sont uniques, que je ne touche pas par ailleurs. Et donc, si vous utilisez les chiffres de Apani qui fait foi sur la partie applicative, vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que sur une journée donnée, par exemple, la moitié des Snapchatters ne vont pas se rendre sur Facebook. Donc, sur les 14 millions, si vous n'êtes pas présent sur Snap, au final, il y en a 7 millions que vous n'allez pas pouvoir toucher en n'étant pas sur Snap. Et donc, effectivement, c'est un incrément d'audience qui est absolument primordial pour les marketeurs. On peut le voir sur la partie digitale, mais ce sera aussi vrai d'ailleurs sur la partie télé, parce qu'on a des études qui peuvent montrer qu'on apporte de l'incrément par rapport aux audiences télé. Ok, justement pour un peu caractériser tout ce que tu dis, est-ce que tu aurais un exemple de case study? J'en ai même plus qu'une, et je pense que c'est important qu'on couvre un peu tous les objectifs marketing, puisqu'on discutait ensemble de l'ensemble des objectifs qu'on peut couvrir. Donc je vais essayer de donner avec 3 exemples, 3 campagnes très différentes avec 3 objectifs marketing bien différents. Donc si on part sur ce qu'on venait de se dire par rapport à la complémentarité aux autres canaux, donc la télé, il y a une étude qui fait référence, qui fait foi sur le marché, qui s'appelle XCR de chez Médiamétrie, qui a un nom un petit peu barbare, mais qui en fait te permet tout simplement de mesurer entre plusieurs endroits où tu vas faire ta publicité quel est l'apport, l'incrément d'audience du digital par rapport à la télé ou d'une plateforme spécifique du digital par rapport à la télé. Et donc, c'était il y a un peu plus d'un an avec Armani qui sortait un parfum qui s'appelle Only You et qui avait vraiment comme audience principale les fameux millennials et qui a décidé de cibler les 18-34 à la fois sur Snap et en télé. Et du coup, grâce à cette audience, on peut mesurer quel est l'incrément, l'audience qui n'était touchée que sur télé, que sur Snap et sur les 2 plateformes. Et donc, le premier point qui nous a confirmé sur la puissance de notre audience avec Armani, c'est qu'on a pu valider qu'ils avaient réussi à toucher 10 millions de 18-34 en France sur 3-4 semaines de campagne. Donc la puissance du reach. Et surtout, le plus intéressant, c'était de mesurer sur ces 10 millions quel était l'apport unique de Snapchat par rapport à la télé. Et cette étude montre que 41% des personnes qui ont été exposées l'ont été uniquement sur Snapchat. Donc ça fait 4,1 millions de personnes qui ont été touchées uniquement sur Snapchat par rapport au plan télé. Donc ça, c'était un cas très fort qui montre que finalement la complémentarité entre les différents écrans, elle se retrouve aussi dans les chiffres. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième, on a parlé de performance de e-commerce, sujet un peu plus récent, mais sur lequel on a déjà des preuves. Et donc, on a lancé une étude avec un site qui s'appelle My Jolly Candle, donc on va dire un site digital native qui vend uniquement par le web des bijoux et des bougies sur Internet, un pure player, stratégie e-commerce vraiment de génération de vente. Et donc, ils ont utilisé une de nos solutions qui s'appelle le Pixel, qui permet de mesurer et de traquer les ventes qui sont effectuées à partir d'un affichage publicitaire sur Snap. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que pour 1 euro investi en publicité, ils généraient 9 euros de chiffre d'affaires suite à l'affichage d'une publicité Snap. Donc, en termes de retour sur investissement publicitaire, très très efficace.
Et surtout, d'après les données qu'ils ont pu nous partager, c'était 18% moins cher en coût d'acquisition que la concurrence. Donc, ce sont des études de cas qui peuvent être retrouvées sur notre site web si jamais. Si jamais on veut les retrouver. Oui, Ouais. tout à fait. Justement, j'ai une question. Est-ce que tous les types, et après je te laisserai reprendre le troisième point évidemment, mais est-ce que tous les types d'annonceurs sont éligibles pour faire une campagne sur Snap ou il y a des prérequis? Il n'y a pas de prérequis. Je pense que il y a pas mal d'annonceurs qui ont tendance à se mettre des barrières qui sont soit liées à la créativité, finalement, au contenu qui est à leur disposition, soit parce qu'ils n'ont pas du contenu pensé ou fait pour mobile, soit parce qu'ils n'ont pas du contenu pensé pour le full screen mobile, le plein écran et la verticalité, puisque c'est le mode principal de communication aujourd'hui des Français. Donc ça peut être une première barrière, mais finalement, à travers des outils qu'on a et qui existent sur notre plateforme qui s'appelle Ads Manager, on peut les aider, les accompagner. Donc, on a un outil qui s'appelle le Snap Publisher, qui est directement intégré à notre plateforme en libre service Ads Manager, qui permet de recruter, resizer, vraiment adapter finalement les vidéos, les photos qui n'ont pas été pensées pour mobile, pour les adapter et faire quelque chose de très sympa et très beau et très engageant pour les Snapchatters. Et puis, on a aussi des équipes qui peuvent faire quelque chose d'un peu plus ad hoc pour les accompagner à adapter ou à créer pour finalement Snapchat, c'est aussi possible. D'accord. Et ok, merci pour cette précision. Et le troisième exemple? On était obligé de parler de réalité augmentée, donc troisième exemple autour des lens et une étude de cas qu'on vient juste de publier avec Ralph Lauren. Donc Ralph Lauren, tous les ans pour Noël, ils mettent en scène leur fameux le polo bear, qui est un peu le personnage iconique de la marque, qu'ils vont mettre dans différentes situations, qui est souvent mis en avant dans leur publicité. Et donc là, on a utilisé la capacité de réalité augmentée des lens pour le mettre en avant autour d'une expérience qu'on appelle gamifiée, c'est-à-dire que quand on pense aux lens, on va penser aux masques qu'on peut apposer sur le visage, mais finalement, on peut créer des mini-jeux. L'utilisateur va pouvoir, en tapant sur son écran, par exemple dans le cas de Ralph Lauren, faire bouger le teddy bear qui était en train de skier sur une piste de Noël et le mettre dans différentes situations. Donc ça va au-delà juste des choses qui étaient possibles de faire, comme se mettre le bonnet Ralph Lauren ou des lunettes ou des habits. On pouvait aussi faire jouer ce personnage-là. Et une des choses principales qu'on a pu voir avec Ralph Lauren sur ce format, c'est le temps passé avec la lens, avec ce format de réalité augmentée, qui est en moyenne de 24 secondes. 24 secondes sur mobile, c'est absolument gigantesque. Et finalement, c'est très révélateur de l'opportunité que représente la réalité augmentée. C'est que c'est un format qui est tellement engageant, puisque l'utilisateur, il fait partie de la publicité, finalement, il va jouer avec la marque ou le produit de la marque. Et donc 24 secondes sur mobile, ça permet évidemment, que ce soit en termes de mémorisation de la marque, en termes d'augmentation de l'intention d'achat, c'est extrêmement important de travailler sur cette durée passée sur la pub. Et on est allé un cran plus loin et on a mesuré en fait si les personnes qui avaient cliqué sur ces publicités, puisqu'en fait, au-delà de la lens, il y a toujours un bouton de call to action qui permet de rediriger l'utilisateur vers le site Ralph Lauren pour effectuer l'achat. Et on a fait un A/B test entre les gens qui étaient exposés ou non exposés à ces publicités pour voir si, en arrivant sur le site, il y avait un comportement différent sur les différentes choses qu'on souhaitait mesurer sur le site. Évidemment, le plus intéressant, c'est les ventes en ligne. Et on a pu mesurer une augmentation de 19% des ventes sur les gens qui avaient été exposés à la lens, qui, comme tu disais tout à l'heure, est plutôt un objectif haut dans le funnel marketing, de branding. Mais pourtant, le fait d'engager les gens avec autant de temps, ça a permis de réaliser une augmentation des ventes sur cette population-là. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais donner des astuces ou des conseils à un annonceur qui souhaiterait faire une campagne sur Snap? Oui, et je pense en termes de conseils, on aime bien axer sur la partie créativité. Finalement, l'adaptation des contenus au mobile et sur Snapchat est trop important pour ne pas se concentrer là-dessus. Et donc, on a un certain nombre de conseils qui permettent de s'adapter
consommation de publicité plein écran, verticale, et aussi cette habitude d'utilisation de l'application qui est ce qu'on appelle le snacking, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils viennent 30 fois par jour, et donc ils vont rester quelques minutes, mais ils ne vont pas forcément passer beaucoup de temps. Donc c'est comment on s'adapte aussi à l'usage qui est fait sur la plateforme, qui est propre à Snapchat. Donc sur la partie créative, on a un ensemble de conseils qu'on essaie de donner pour être le plus impactant possible. Donc le premier, c'est d'avoir une offre claire. Il faut que le message clé apparaisse dans les 3 premières secondes. Après, c'est trop tard, vous avez peut-être perdu l'utilisateur, et donc il faut arriver très rapidement avec un message clair dans les premières secondes. Donc ça, premier point, très très important. Le deuxième, et on n'en parle pas beaucoup, mais finalement très important, c'est le son. Le son, parce que on sait qu'on a à peu près 60% des publicités qui sont vues avec le son. Donc finalement, on a une grande part des utilisateurs qui vont voir les publicités avec le son, et c'est souvent négligé dans les publicités. Ça peut donner un rythme, ça peut donner un ton, ça peut vraiment donner une envie particulière. Et donc, on voit des grandes différences avec des publicités qui ont su manier le son de manière appropriée. Donc, c'est le deuxième conseil très important. Le troisième, c'est d'avoir un message unique. À l'inverse de la télé, où on va pouvoir finalement construire sa narration dans le temps et finir à la fin avec son message, finalement, on n'a pas assez de temps sur mobile pour faire passer beaucoup d'idées. Sa proposition de valeur, elle doit être unique et arriver rapidement. Et enfin, le dernier conseil auquel je peux penser, c'est de jouer avec les différents styles créatifs et ne pas hésiter à adapter et à prendre l'usage de la plateforme dans ses publicités. Un exemple très concret, c'est qu'on a pas mal de publicités qui cartonnent parce qu'elles jouent de l'usage. Je prends le téléphone dans ma main et je suis en train de me filmer et je n'ai pas la caméra vue sur l'utilisateur. Je tourne la publicité en montrant la personne avec son téléphone et je reprends les codes d'usage de la plateforme des personnes qui font des selfies, qui font des vidéos, et ça donne un caractère beaucoup plus authentique à la publicité, et c'est un conseil qui marche assez bien aussi. Alors, je vais me permettre une petite remarque personnelle, et je suis content que tu l'aies évoqué, et d'ailleurs régulièrement durant cet entretien, c'est la créativité. Parce que pendant des années, en marketing digital, on nous parlait d'SEO, etc., de modules qui automatisaient tout ce qui était graphique. Et finalement, je trouve qu'on a perdu un peu ce côté créatif, et qu'il y a un œil humain derrière tout ça. Je trouve ça super cool. Ouais, tu as raison. Il y a l'aspect, en fait, ce qui est important de voir chez Snapchat, c'est que l'aspect technique est pas souvent dominant. C'est une des raisons pour laquelle on a pu être les premiers sur la réalité augmentée et les lens, c'est que c'est une boîte qui est plus centrée sur l'humain, l'usage, et Evan, qui est le CEO de la boîte, est très centré sur cette partie de créativité, et donc c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on n'est pas guidé par uniquement l'optimisation, la création automatique des publicités. Certes, on va essayer de faciliter la création, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a de si bonnes relations, notamment avec les agences créa, c'est parce qu'on donne le champ libre et que l'application est aussi née de cette possibilité de création. Grégoire, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, tellement le sujet est vaste. On va terminer par une question rituelle également. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Je vous propose de me suivre sur LinkedIn. Je suis facilement trouvable. Pour ceux aussi qui souhaitent me trouver sur Twitter, il y aura pas de problème. Donc sur ces 2 réseaux, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.